tous et bienvenue dans la déjà 250e édition de l'émission Moteur. Bah oui, le temps passe vite, ça va bientôt faire 5 ans. Enfin bref, l'actu continue, c'est pour cela que nous sommes de nouveau sur le circuit de Francorchamps pour nous plonger au cœur des Porsche Days. Au menu de Moteur cette semaine, le compte-rendu d'un des rallyes les plus sympas de l'année, le Police Gendarmerie. Le point sur le championnat d'Europe de tourisme, un nouvel épisode du MotoGP sur le circuit Bugatti du Mans et pour conclure, les principaux faits d'armes de la manche BTCS de Chimay. Quelques semaines après les Spa Ferrari Days, c'est le sigle Porsche qui envahit la perle des Ardennes. Alors Marc, vous êtes le président de ce club. Comment est-il né? Quelle en est son histoire? En fait, il faut savoir qu'ici en Belgique et partout en Europe, donc les limitations de vitesse sont fortement élevées. Et alors, donc nous avons eu l'idée de réunir toute une série de propriétaires de Porsche et de louer des circuits automobiles afin de pouvoir rouler à la vitesse que nous avons envie de rouler et qu'eux ont envie de rouler sans avoir aucun problème et sans freindre absolument pas les côtes de la route. Alors, parmi tous ces bolides, est-ce que vous avez déjà remarqué quelques perles? Quelles sont les plus belles? Eh bien, en fait, nous avons une 917 de Willy Kozen. Nous avons cette superbe 937 qui était prêtée par l'usine. C'est une ancienne voiture que Jackie X a roulé avec. Alors, nous avons les biturbo, les GT3, GTR. On a vraiment toute la gamme de voitures. On a vraiment de tout haut de gamme et de top de toutes les Porsche. Chaque année, c'est la même histoire. En dehors des championnats D1 et D2 en rallye, il y a une épreuve routière en Belgique qui attire l'attention par son côté sympathique et plutôt paradoxal. En effet, il est plutôt rare de trouver nos représentants de l'ordre en train d'essayer d'aller le plus vite possible sur route. Marc Lacroix est donc parti vivre pour nous l'édition 2003 du rallye international Police Gendarmerie dont l'affiche était encore une fois très intéressante. Comme tous les 12 mois à pareille époque, des représentants des forces de l'ordre de toute l'Europe se sont retrouvés en Belgique samedi dernier pour disputer le rallye Police-Gendarmerie, dont la 48e édition avait élu domicile à Huy sur les lieux du rallye du Condro. Mais avant d'attaquer les choses sérieuses, c'est au traditionnel défilé dans les rues de Liège que s'était prêté la veille la soixantaine de concurrents inscrits. Parmi ceux-ci, les incontournables motos, l'une des traditions auxquelles tiennent les membres organisateurs de l'Automoto-Club de la police liégeoise. C'est sur un parcours détrempé et très délicat que débutait cette journée, qui s'annonçait très disputée pour les premiers accessites côté auto. Malheureusement, plusieurs faits de course, voire des abandons, allaient réduire le nombre des protagonistes. Ce fut le cas pour le Français Alain Danlou, qui partait en aquaplanage et détruisait d'entrée de jeu une toute nouvelle Lancer Evo 7 louée chez Colsoul. Après un début de course plutôt convaincant, Aki Teiskonen, un jeune Finnois de 21 ans, était lâché par sa mécanique plus ou moins à mi-parcours alors qu'il était deuxième. Également excellent sous le déluge, son compatriote Juha Leinonen et sa vaillante Ford Escort Propulsion commençaient à perdre du terrain lorsque celui-ci séchait. Autre vénérable escorte, autre pilote en vue du début de rallye et autre malchanceux, Luc Lemens concédait 2 minutes dans le 4e chrono et rétrogradait conséquemment. Enfin, manifestement à l'aise sous la pluie, Christophe Castermans renonça après-midi sur bruit de cardan. Dès lors, ce sont Tony Kevers et Dominique Julien qui se battront à la seconde pour la 3e place absolue. Alors que ces deux-là partaient pour le dernier chrono à parfaite égalité, la boîte de la spectaculaire Corsa restait bloquée en 2e et empêchait le dernier vainqueur en date de se battre jusqu'au bout. Comme l'an dernier, Tony Kevers et Serge Lagneau héritaient donc de la dernière marche du podium. Classé 2e, la paire Wickman-Klein a enfin conjuré le sort. Toujours contrariés mécaniquement depuis le début de leur association en 1999, Erkki et Willy remportent enfin cette épreuve dans le classement policier, quelques années après que le Finnois se soit déjà imposé sur 2 roues. Ça s'est bien passé. Et puis voilà, maintenant, on est heureux tous les deux, très contents parce que c'est tellement de travail. On a tellement eu de la poisse les années précédentes et puis maintenant, ça y est, c'est fait. Pour la victoire, il n'y a pas eu photo. Creusant d'emblée un écart conséquent, Xavier Busch l'emporte haut la main, non sans peine, en début d'épreuve. C'est surtout une question d'expérience, parce que maîtriser 280 chevaux sur les routes comme il y a eu aujourd'hui, c'est pas donné à tout le monde. Et chapeau quand même pour tous ces gars qui s'inscrivent et qui trouvent les budgets. Je pense que c'est une belle récompense. C'est aussi une façon de voir les choses pour eux. Et je crois que c'est une belle épreuve. Il faut continuer à organiser cette épreuve. A noter que son équipier semble avoir le nez pour choisir ses pilotes, puisque l'an dernier, pour son premier rallye, Jean-François Jamaigne l'avait également porté.
la chance de rouler avec Dominique et puis maintenant ici avec Xavier. Mais c'est clair que, et en plus 2 fois sur des voitures vraiment extraordinaires. C'était vraiment 2 expériences que je n'aurais pas voulu rater pour rien au monde. Du côté des motos, les Français ont récupéré les lauriers laissés aux Finnois lors des dernières éditions. Après avoir mené de bout en bout, Olivier Gabillon impose sa Yamaha 450 Enduro à la Honda 650 Supermotard de Britannique Nigel Stevens pour 6 secondes seulement. Engagé sur la plus petite cylindrée du plateau, une KTM 200, Jean-Michel Robert se classe premier belge à la 4e position. On notera dans ce classement les participations sympathiques du Français Richard Gouzeau sur une Kawasaki ZX6R Super Sport, bien peu adaptée à ce parcours, et des Anglais Jan Kerr sur une Ducati Multistrada pimpante neuve, et Hans Taylor et une Triumph Métis 650 de 1964. Avant de se retrouver l'an prochain dans la région liégeoise, le challenge européen police-gendarmerie passera par la France et l'Italie pour désigner le champion 2003 de cette compétition, réservé aux plus rapides des représentants de l'ordre. Nous sommes toujours à Francorchamps pour ces Porsche Day un petit peu humides et nous retrouvons maintenant l'un des principaux acteurs du Belcar. Oui, bonjour. Alors, et toi tu baignes dans le monde de Porsche, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que le mythe Porsche, le nom Porsche, l'esprit Porsche est toujours bien présent? Je le pense bien. Si on voit seulement le succès de cet événement ici, ils ont 450 voitures engagées. Si vous regardez quel genre de profil cette voiture a, on voit beaucoup d'anciennes voitures, c'est-à-dire des années 70, des années 80, des années 90 et certainement aussi la nouvelle. Parlons un peu du début de saison en Belcar. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Ouais, on a eu un peu de malchance, je pense, mais on a quand même su accueillir 35 points. Cette dernière course, néanmoins, qu'on a dû abandonner 4 minutes avant la fin. Parle-nous un peu de ta voiture. C'est une évolution encore supérieure par rapport à la RS normale. Qu'est-ce qu'il y a exactement dessus? En fait, chez Porsche, nous, on vend des GT3 RS suivant le règlement FIA et ACO. Ce sont des règlements assez stricts. Notre voiture est une de telles voitures aussi. Mais comme le règlement Belcar est un peu plus libéral que les 2 autres règlements, on s'est permis de faire évoluer la voiture dans une zone où l'usine ne peut pas venir puisqu'elle fait des voitures suivant ces réglementations européennes. Et alors pour cette évolution, sur quoi est-ce que tu travailles en particulier sur la voiture? Je ne peux pas tout dire, mais vous avez déjà vu le look, je pense. La voiture est plus large et aussi au niveau de train, on a pas mal su changer, su améliorer, qu'en FIA et ACO ne sont pas permis. Alors, si Porsche est synonyme de GT, donc de course automobile, il y a une autre catégorie de voitures qui se porte à merveille sur la scène internationale. Après avoir vivoté pendant plusieurs saisons, le championnat d'Europe de tourisme a repris du poil de la bête depuis qu'il est devenu ETCC. Alors, si Alfa Romeo et BMW se partagent la tête du championnat pour l'instant, Seat effectue des débuts intéressants et Volvo n'est pas bien loin. Vincent Franssen nous dresse le portrait d'une compétition qui sera présente dans les Ardennes en levée de rideau des 24 heures. Dans l'histoire du sport automobile international, le championnat d'Europe des voitures de tourisme a connu des hauts, mais aussi quelques années de vaches maigres. Depuis une poignée de saisons, le succès est de nouveau au rendez-vous, conséquence de l'introduction d'une réglementation que l'on peut qualifier de groupe N+, avec des bolides qui ne sont certainement pas les plus puissants des super week-ends, mais assurément les plus amusants. Il est vrai que les ingrédients de l'ETCC sont spectaculaires, avec des courses en format sprint, au nombre de 2 par week-end. De quoi obliger les pilotes à donner le maximum, du feu vert au drapeau à damier. Si le plateau est composé d'une vingtaine de voitures, force est de constater que les usines se taillent la part du lion. Et depuis 3 ans, le combat fait rage entre 2 constructeurs au lourd passé dans les courses pour voitures de tourisme, Alfa Romeo et BMW. Misant sur de très compétitifs 156 GTA, Alfa a décroché la couronne 2002 par l'entremise de l'italien Fabrizio Giovanardi. Mais durant l'intersaison, ce dernier a répondu aux sirènes de BMW, de quoi déforcer le clan italien. L'engagement de l'ex-pilote de Formule 1, le très expérimenté Gabriele Tarquini, a heureusement permis de rétablir l'équilibre, d'autant que les autres dompteurs de GTA sont Nicola Larini et Roberto Colciago, un duo transalpin au sang chaud.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que les 156 GTA ont tiré leur épingle du jeu en début de saison, puisqu'après 4 meetings, c'est Gabriele Tarquini qui mène la danse au championnat, le vétéran italien ayant remporté 2 victoires en 8 sprints, non sans accumuler de nombreuses places d'honneur. Quant à Larini et Colciago, ils assurent les arrières en pointant à de provisoires 5e et 6e places. Ce qui signifie que dans le sillage de Tarquini, on retrouve les meilleurs pilotes BMW, et notamment Jörg et Dirk Müller, qui, à défaut d'un quelconque lien de parenté, sont équipiers au sein du Team Schnitzer, une célèbre formation qui représente la maison mère de Bavière. Plutôt chaud, c'est Germain pointe de façon permanente aux avant-postes, ce qui a permis à Dirk de l'emporter à une reprise à Barcelone puis à Brno, tandis que Jörg s'offrait les 2 manches de Manicourt. Résultat, les gaillards pointent aux 3e et 4e places du championnat, ce qui constitue un bon résultat, quoique. Car pour l'heure, le meilleur pilote BMW n'est autre que le jeune Britannique Andy Priault, qui représente bien sûr l'importateur de son pays, non sans avoir des attachements avec la Belgique. Par quel miracle? La 320i de Priault est préparée et engagée par la formation RBM de notre compatriote Bart Mampay, une équipe qui a la cote auprès de l'usine BMW. Après un premier podium à Barcelone, l'Anglais a remis le couvert à Manicourt, avant d'enchaîner par 2 4e places à Enna Pergusa. Le meilleur restait encore à venir, puisque sur le toboggan de Brno, Priault s'offrait sa première victoire au nez et à la barre de tous les pilotes expérimentés du championnat. De quoi lui permettre de précéder les 2 Müller au classement, pour ne pointer qu'à 4 petites unités de Gabriele Tarquini, le leader à la 156 GTA. Toujours dans le clan BMW, on ne peut par contre que déplorer le début de saison mi-figue, mi-raisin de Fabrizio Giovanardi. Le champion ETCC en titre a en effet accumulé les revers de fortune au cours des 4 premiers meetings. Si BMW et Alfa dominent de la tête et des épaules, d'autres marques sont représentées dans le TCC, dont Seat, qui débarque cette année avec des Toledo Cupra en début d'évolution. Confiés à l'Espagnol Jordi Gené et à l'Allemand Frank Diefenbacher, les bolides ibériques sont pour l'heure confinés dans la seconde partie de la grille de départ. Une 6e place pour Gené à Manicourt constitue pour l'heure le seul résultat positif, mais gageons que le meilleur reste à venir. Officiellement représenté l'an dernier dans le TCC, Volvo a préféré renoncer cette année. Les teams Art et Flash Engineering ont cependant racheté les belles S60 qui évoluent cette saison aux mains des Suédois Rickard Reidel et Jan Nilsson, en plus de l'Italien Sandro Sardelli. Mais le manque d'évolution de ces bolides les empêche de bien figurer. Pour être complet, on mentionnera encore la présence de 2 Honda Civic Type R privés, des bolides redoutables sur papier, mais qui n'ont encore rien prouvé en course. Vous l'avez compris, cette année plus que jamais, le championnat d'Europe des voitures de tourisme a la couleur de la passion. N'en manquez dès lors pas les 2 manches qui sont programmées en levée de rideau des 24 heures de Francorchamps fin juillet, notant que la participation d'un Belge, le bouillant Pierre-Yves Cortals, est plus que jamais à l'ordre du jour. Si le Verviétois Vincent Voss a décidé de ne pas disputer le championnat FIA GT dans son intégralité cette saison, il n'en reste pas inactif pour autant. On l'a notamment vu au volant d'une Marcos Mantara LM600 lors du coup d'envoi du Belcar à Zolder, et ensuite au volant d'une Chrysler Viper GTSR du Paul Belmondo Racing, toujours dans le Limbourg, mais lors du 2e Super Meeting cette fois. Passant avec un égal bonheur d'un bolide à l'autre, Vincent poursuivra sur le même élan lors des prochaines semaines. C'est ainsi que pour les 4 heures Belcar de Francorchamps, programmées dans le cadre de Spa Eurores début juin, mais aussi pour les 24 heures de Zolder à la fin août, il pilotera une autre Chrysler Viper GTSR, celle du Quismanen Racing. En engageant un pilote de la trempe de Voss, nul doute que l'équipe finlandaise a l'ambition de se rapprocher tant et plus de la plus haute marche du podium. Moteur est de retour juste après la pub avec une nouvelle rasade de Porsche, la suite du combat entre les stars acrobates du MotoGP et le résumé complet des 2 manches BTCS de Chimay. Bref, un peu de tout pour tous. À tout de suite. Moteur de retour à Francorchamps pour ces Porsche Days où l'on peut découvrir des merveilles actuelles et anciennes en provenance de Stuttgart.
En moto GP maintenant, Valentino Rossi est bien parti pour décrocher un nouveau titre de champion du monde. Ceci dit, le début de saison 2003 est assez phénoménal et vaut son pesant d'or avec des courses incroyables et surtout un degré de compétitivité assez extraordinaire de Ducati qui pourrait bien concrétiser une victoire très prochainement sur le circuit Bugatti du Mans. Est-ce que le docteur allait pouvoir vaciller de son trône? La réponse en image tout de suite. Après l'Espagne et le circuit de Jerez, la caravane du MotoGP faisait escale sur le tracé Bugatti du Mans. Moment choisi par Marco Melandri pour effectuer son retour à la compétition après sa chute de Suzuka. Pour cette manche française, c'est Valentino Rossi qui a décroché la pole position devant le Brésilien Alex Barros qui se plaçait enfin en première ligne cette saison, devançant Capirossi sur sa Ducati et Marco Melandri au guidon de sa Yamaha. Au départ, c'est Loris Capirossi et sa surpuissante Desmo Sedici qui réalisent le all shot devant Valentino Rossi et un Alex Barros qui retrouve petit à petit sa forme hivernale. Le pilote du team Tech 3, après sa blessure de début de saison, est surmotivé sur les terres de son équipe. Il sent que le coup est jouable et avant la fin du premier tour, il place sa Yamaha M1 aux commandes de la course. Pour Carlos Checa, les épreuves se suivent et se ressemblent malheureusement. Après seulement 3 tours de course, l'Espagnol se retrouve au tapis et, comme à Jerez, est une nouvelle fois contraint à l'abandon. Alors que Barros et Rossi se détachent sensiblement, Max Biaggi s'installe en 3e position, juste devant Marco Melandri, en forme en ce début de course, et c'était Gibernau. Rayon des illusions pour Ducati, ce week-end est à oublier au plus vite. Après Loris Capirossi, contraint à l'abandon sur ennui mécanique, Troy Bayliss, pourtant irréprochable depuis le coup d'envoi de la saison, va chuter et se verra lui aussi forcé de regarder la course du bord de la piste. À l'avant, Valentino Rossi a une nouvelle fois fait parler la poudre en s'emparant de la tête de la course au prix d'un superbe freinage sur Barros. Irrésistiblement, le champion du monde, à coup de dixième de seconde, va creuser l'écart, filant tout droit vers un nouveau succès. Surprise au 13e tour quand Toru Ukawa ravit la 3e place à son équipier Max Biaggi, qui ne s'attendait sans doute pas à ce genre de manœuvre. Un tour plus tard, comme l'an passé, la pluie se met à tomber, Rossi lève la main et la direction de course brandit le drapeau rouge. Cette fois pourtant, Valentino n'a pas encore course gagnée. Le temps de repasser par les stands pour changer de pneumatique et un nouveau départ va être donné pour 13 tours, seul le résultat de cette seconde partie de course étant pris en compte. Pour Ukawa, Biaggi et Olivier Jacques, cette seconde envolée se fera de la pit lane puisque les 3 hommes, rentrés au stand au dernier moment, n'ont pas effectué le tour de chauffe. Cette fois, c'est Alex Barros, toujours très à l'aise dans ces conditions, qui prend le meilleur départ devant Valentino Rossi et l'Espagnol Sete Gibernau, que la pluie ne dérange pas vraiment non plus. La course va en fait se résumer à une bagarre entre ces 3 pilotes, les autres ne paraissant pas vraiment dans le coup. C'était Gibernau, déjà vainqueur en Afrique du Sud, prend la 2e place à Rossi avant de se lancer à l'assaut de Barros. Les mauvais choix de pneus se payant toujours cash, les chutes vont se multiplier et les principales victimes seront Makoto Tamada, dont l'intermédiaire arrière n'a pas du tout apprécié la pluie, pas plus que celui de l'Américain John Hopkins, auteur d'une belle cabriole, ou que celui d'Andrew Pitt et sa Kawasaki. Quoique parti des stands, le Français Olivier Jacques est quant à lui comme un poisson dans l'eau puisqu'il pointe en 4e position à une vingtaine de secondes de l'intouchable trio de tête. Pour Alex Barros, la pression est énorme et en l'espace de quelques virages, le Brésilien va devoir s'incliner face à Sete Gibernau d'abord et dans la foulée à Valentino Rossi, toujours aussi assoiffé de victoire. Le duel entre Sete Gibernau et Valentino Rossi va monter en intensité et dans le dernier tour, Rossi va tenter à 2 reprises de prendre le meilleur sur l'Espagnol, mais à chaque fois, il quittera la bonne trajectoire. Le champion du monde aura tout tenté, mais il devra laisser au pilote de Fausto Gresini la joie de remporter son 2e succès de la saison et d'ainsi rejoindre le chef de file de Honda au nombre de victoires.
Avec 90 points, Valentino Rossi est toujours confortablement installé en tête du classement provisoire du championnat. Le prochain Grand Prix qui se disputera au Mugello, sur les terres de Rossi, promet dès lors d'être très très chaud. Eh bien, avant de poursuivre, j'aimerais vous emmener à la rencontre d'une voiture qui est unique au monde. Pierre, raconte-nous un petit peu l'histoire de cette Porsche. Et bonjour, voilà. J'ai acheté cette Porsche en 96. Elle a roulé en Super Cup l'année d'avant. C'était la guest car de l'usine Porsche en ouverture de Grand Prix. Donc il y a des pilotes assez prestigieux qui ont roulé avec. Des pilotes de Formule 1 tels que Ralf Schumacher, Nannini, j'en oublie beaucoup, mais enfin ils ont roulé à chaque course un pilote différent. Ici à Spa-Francorchamps, c'était Gachot qui a roulé avec la voiture. Donc quand je l'ai acheté à l'usine, ils m'ont donné vraiment tout l'historique de la voiture. J'ai eu toutes les cassettes de toutes les courses, etc. Donc j'ai pu vraiment bien m'apercevoir de ce que j'achetais. C'était un grand plaisir. Il y a des anecdotes au sujet de cette voiture. Elle a eu, avec autant de pilotes qui se sont amusés avec, elle a été un petit peu cachetonnée à droite à gauche. Non, c'est-à-dire que justement, j'ai choisi celle-ci parce qu'elle n'avait pas été beaucoup accidentée. Il y avait la numéro 1 qui était celle-ci, jaune, la base jaune, et la numéro 2 qui était la base rouge. Et en visionnant les cassettes, je me suis rendu compte que celle-ci avait été moins cartonnée que les autres. C'est-à-dire ici, il y a une petite touchette au niveau du pare-choc avant. Ici à Spa-Francorchamps à la source. Et en Angleterre, le pilote qui a gagné le BTCC, je ne reviens plus sur son nom, a accroché l'aile arrière. Donc rien de très grave. Donc cette voiture est vraiment très saine. Est-ce que ça a une valeur? Est-ce que c'est quantifiable, la valeur de cette voiture? Je pense qu'elle a une assez grande valeur, comme c'est une pièce unique. Enfin, il y a eu la numéro 2 en rouge. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle a été la référence de l'usine. Ils l'ont prise en référence pour faire des voitures miniatures, pour faire leurs posters et pour faire l'annonce de la saison suivante. Donc, à mon avis, en valeur, ce serait difficile. J'évalue ça entre 3 et 4 millions de francs belges. Eh bien, nous ne reculons devant absolument rien puisque nous nous offrons quelques tours de circuit sur Francorchamps dans un Cayenne et en compagnie d'un pilote d'exception, Marc Gossens en personne. Alors nous allons parler du BTCS maintenant, le Belgian Touring Car Series. Depuis le début de la saison, ce nouveau championnat excite un petit peu les observateurs avec un plateau assez hétéroclite qui mélange GT et tourisme. D'ailleurs, depuis le début de la saison, ce BTCS a offert des victoires à une Lamborghini, une Porsche et une Audi. Alors sur le très rapide tracé de Chimay, on pouvait s'attendre de nouveau à un affrontement haut en couleur. Dans le cadre du trophée des trappistes, Vincent Frantzen a donc pris la direction de la frontière française. Si le nouveau BTCS, suite logique de feu le New Procar, se caractérise par un grand éclectisme de son plateau, force est de constater que la variété est aussi au rendez-vous des circuits visités. Ainsi, après le toboggan de Francorchamps et les campagnes de Magny-Cours, c'est Chimay et ses verts pâturages qui figuraient au menu de la troisième manche. Comme de coutume depuis le début de l'année, 2 mini-endurances de 90 minutes étaient proposées à la grosse quarantaine de bolides présents. Le suspense n'a pourtant pas régné en maître absolu lors du trophée des trappistes. En effet, si l'Audi A4 Silhouette Light officielle du Belgian Audi Club décrochait la pole position, c'est la Porsche 996 GT3 du garage Pinot qui s'installait immédiatement au commandement. Piloté par les excellents Stéphane Lemré et Laurent Neff, le bolide allemand trouvait à Chimay un tracé taillé à sa mesure, fait de longues lignes droites et de nombreuses relances favorisant la puissance. Résultat, une victoire sans trop devoir forcer lors de la première manche et un nouveau parcours en tête quelques heures plus tard. Un carton plein qui donne une tournure certaine au classement du championnat, désormais sous la ferme conduite de Lemré et Neff. Journée formidable, on espérait un doublé parce qu'on l'avait loupé à Magny-Cours avec des problèmes de tactique. C'était notre faute, on s'était dit là il faut étudier le règlement à fond et ne plus faire de bêtises. Aujourd'hui ça a été parfait, premier à la première course, premier à la deuxième, malgré un petit souci au qualif où je me suis arraché la direction en fait sur un pneu en me faisant serrer par un véhicule un peu plus lent. L'équipe a fait un travail remarquable puisqu'ils ont pu remettre la voiture en forme et on a fait une course parfaite. Tout espoir de rebondissement est-il perdu pour autant? Certes non. À témoin les prestations de la BMW M3 Silhouette de Marc Lupan et Patrick Sloos, qui remportaient à 2 reprises la catégorie tourisme, non sans monter sur la deuxième marche du podium à l'issue des différentes joutes. Une confirmation de la rapidité de cette silhouette, mais sur un tel tracé, face à une Porsche bien pilotée, le miracle est improbable. Malheureusement, on ne sait toujours pas tenir les Porsche à l'axel, mais bon, on fait aller. C'est assez dur, mais ça va. Après sa victoire partielle à Magny-Cours, on attendait l'Audi officiel au tournant. Si la pole position venait confirmer les prétentions de l'A4 Silhouette Light, en course, les événements ne tournaient guère en faveur du bolide Ozano, qui se retrouvait confronté dès la première manche à une énigmatique perte de puissance.
Un mal qui allait entraver la progression de Jean-François Emeraull et Tim Verberg d'un bout à l'autre de la journée, avec pour conséquence de modestes 4e et 10e places finales. C'est un peu décevant après notre victoire de Magny-Cours. On était pourtant bien partis, puisqu'après les qualifications, nous étions en possession de la pole position. Hélas, la course a été plus difficile que prévu, puisque nous avons été handicapés par un flagrant manque de pression turbo. Derrière ces voitures de pointe, d'autres Porsche parviennent à se mettre en évidence, à commencer par la très belle 996 GT3R de François Turcot et René Franchi, qui profitaient des ennuis de l'Audi en première manche pour accéder à la 3e marche du podium. Alors que le premier accessite était en vue lors de la seconde joute, la belle mécanique allemande s'est enrayée, de quoi contraindre la Porsche rouge à l'abandon. Moins moderne dans sa conception et son apparence, la 993 RS de Jean-Pierre Barta a bien tiré son épingle du jeu à Chimay. Le champion GDC 2002 entré dans le top 5 le matin, avant de grimper lui aussi sur le podium l'après-midi. Comme quoi, c'est encore et toujours dans les marmites les moins récentes qu'on fait de solides résultats. Toujours au rayon Porsche, on soulignera la belle prestation de la 911 RSR de Debarguigli et Christians en 2e manche. Si le BTCS compte de nombreuses catégories, la classe C, réservée aux voitures de 2 litres de cylindrée, est depuis le début de l'année passionnante à suivre. C'est une fois encore les redoutables Renault Clio RS Full Evolution de Christian Sterckx et Philippe Duntan qui ont monopolisé l'avant du peloton, avec cette fois une double victoire pour la noire de Sterckx. Dans leur dos, on pointe d'autres Clio RS un peu moins affûtés, à l'image de la 19 de Michel Schmitz et Didier Dezager, ou encore la 15 de Bruno Belen et Dominique Pestiot. Deux voitures pour l'instant cantonnées aux places d'honneur. Quant à la VW Golf 4 de Delannoy et Adrian Sainz, elle a fauté avant de clôturer le week-end en force avec un podium de classe. De ce week-end de Chimay, on retiendra encore les excellentes prestations de ce diable de Willy Maljean, dont les BMW M3 Group N n'ont toujours la cote. Si le pilote avait hésité à se présenter à Chimay, il en est finalement reparti avec une 6e et une 5e place finale, en plus des Lorient classe 2. Oui, mais au départ, je ne voulais pas venir. Et pour finir, je me dis, comme c'est près de la maison, ben, on va essayer d'aller faire un petit podium. Et ça a marché. Pourquoi vous ne voulez pas venir? Parce qu'en principe, quand il pleut à Chimay, c'est dangereux quand même. Les voitures coûtent tellement cher qu'on a peur de les plier, quoi. Moins de chance par contre pour la Honda Integra Hyper de Douglas Verbank et Pierre Gaz, qui nous a offert le plus beau fumigène du week-end. De quoi perturber profondément quelques concurrents, surpris par l'intensité de ce brouillard chimassien. On le voit, les intérêts n'ont pas manqué sur le tracé de Chimay. Prochain rendez-vous du BTCS en levée de rideau des 25 heures VW Fun Cup de Francorchamps, avec le retour annoncé de la Lamborghini Diablo de Cédric Laurent et la présence assurée de 2 BMW M3 Silhouette pour Lupan et Pensis. Dominateur de la première partie de saison en BTCS au volant de la Porsche 996 GT3 du garage Pinot, Stéphane Lemray connaît en 2003 une année particulièrement faste. Vainqueur de la Renault Clio Cup belge l'an dernier, il se voyait offrir par l'importateur de la marque aux losanges la possibilité de prendre part à la première moitié de la Clio Cup Internationale 2003 avec obligation de pointer dans le top 5 pour décrocher son ticket en vue des dernières manches. Si les premiers tours de roue à Barcelone étaient moins positifs que prévu, le pilote journaliste s'est somptueusement rattrapé depuis, accumulant les podiums. 2e à Magny-Cours, 3e à Enna-Pergouza, 3e à Brno. Stéphane Lemray bouscule tous les pronostics au point de se retrouver dans le top 3 provisoire du championnat et d'avoir ainsi obtenu le feu vert pour la 2e partie de la saison. Une seule question est désormais d'actualité, à quand une première victoire sur la scène européenne ? Et ben voilà, c'est terminé pour cet épisode de Moteur sous le signe de Porsche. La semaine prochaine, nous prendrons la direction du Nürburgring pour une édition très prometteuse des 24 heures sur l'ancien tracé, tout un programme. Également au menu, la Yamaha R6 Cup de passage à Ostende, la FIA GT à Brno. Nous parlerons également de la BMW Z4 et du Land Rover G4 Challenge, un sujet qui sera également repris dans Zone Sport sur Club RTL dimanche soir, tandis que Didier de Radiguez vous fera vibrer sur deux roues dans Motoclub dimanche après-midi sur Club RTL bien sûr. Portez-vous bien, salut, à la semaine prochaine.